scored by the young defenseman, Cal McCarr. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again. Voici Greg Langto et Yannick Godbout. C'est mon dernier épisode qu'on enregistre de Show de cartes. Là, on est rendu à l'épisode numéro 100. Incroyable. D'ailleurs, Yannakis qui était là pour à peu près 97,5 des 100 épisodes. Je te salue. Comment ça va, mon cher ami? Très bien, mon Greg. Et toi? Ça va très, très bien, merci. Bien hâte de partir en vacances. C'est bon. D'ailleurs, je vous le suggère, hein, de partir un petit 3 semaines comme ça par année, c'est jamais de trop. Si vous êtes comme moi, vous adorez ce que vous faites. J'adore ce que je fais. Je ne prendrai jamais de vacances. Mais des fois, on sent que la batterie baisse un peu puis que c'est bon justement de décrocher un peu. Et c'est bon aussi, surtout, pour la créativité, d'aller chercher des nouvelles idées puis de prendre un petit peu, pas de recul. Mais cela étant dit, c'était simplement pour faire une fleur à Yannakis que je vêtis cette belle casquette des Flyers que j'ai achetée à la boutique. Il y a même le Liberty Bell qui est là, qui est la marque des objets qui sont uniques à la boutique des Flyers. C'est la même affaire avec les Phillies et aussi les 76ers. Alors, je ne pourrais pas vous témoigner pour celle des Eagles parce que je n'ai pas poussé la note. Je referai le stade des Eagles. C'est le seul qui me manque à aller faire à Philadelphie d'ailleurs. Alors, j'ai fait ça pour toi, mon beau Yannakis, et je vois que tu as décidé de changer de couleur cette semaine en quittant l'orange pour la première fois en 60 épisodes à peu près. Ouais, ben écoute, on a tout qu'un programme ce soir et on a un invité avec qui je partagerai la passion du vintage. Oui, j'ai hâte. Carl Champagne de Vintage Tandy Magazine. Et regarde, sans plus tarder, l'épisode de la semaine dernière a fait des remous un peu. On l'a enregistré il y a 3 jours et c'est sorti. Et là, l'extrait que BPM a choisi pour mettre sur les médias sociaux de la commission athlétique, c'est moi qui dis que les collectionneurs, pour 5$ de moins, iront voir d'autres shops. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Et je suis content de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. En fait, j'ai jamais été aussi content de voir quelqu'un pas d'accord avec moi sur quelque chose. Et de savoir que les gens restent fidèles à leur hobby shop. Mais il y a un de nos amis qui m'a écrit durant toute cette folie-là, qui a amené des bons points concernant cette sortie de la série 2 de Connor Bedard. C'est un des breakers chez Hobby Empire, qui est Anthony Fournier, qui a aussi une maudite belle carte de Connor Bedard. Lui, là, je l'ai vu aller, je pense que ça fait 2 ans que je le vois aller, qui échange, qui vend des cartes, qui change de collection, puis qui up-trade, puis ci, puis ça. Puis il a tout laissé partir pour une seule carte, qui est une exquisite de Connor Bedard. Un McDavid, pardon. Qui va probablement laisser aller pour une Connor Bedard par la suite, on ne sait pas. Mec, ça sort. Anthony Fournier, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. J'ai aimé ça. D'ailleurs, la semaine passée, on a reçu Alex Genois de Eaters qui nous a parlé de ce qui était exactement la folie du hobby, la folie de ce qui se passe avec Connor Bedard. Comment tu as vécu ça, toi, cette sortie-là de la série 2? Moi, j'ai observé une couple de... Je vais parler de break, là, une couple de pages de breakers au Québec. J'ai remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient des master cases. Je ne sais pas pourquoi. C'était surtout des 2, 3, 4 boîtes. Puis j'ai trouvé quand même slow que ça se remplisse. J'ai été assez surpris. Moi, je m'attendais vraiment que les breakers, ça break honnêtement des 10-15 cases là, à ce point-là. Là. Fait que de ce point de vue-là, ouais. Mais ça a-tu bien rempli vos affaires? Ça a-tu rempli rapidement? C'était-tu... Très rapidement, mais j'ai l'impression que le monde... je sais pas, Bédard, à part Bédard, le monde, il s'en foutait un peu, j'avais l'impression. Là. Puis il y a des beaux noms, là, il y a des beaux prospects. Là, fait que... Je sais pas...
je suis un peu indécis dans la manière que je vois les choses. Je ne sais pas si c'était une réussite comme release ou je ne sais pas si c'était un peu une déception. Je ne sais pas si le hype était un peu trop gros parce que malgré le fait que le joueur, le monde le bâche pas mal, puis moi, je le trouve incroyable. Mais... Quand même 5 points hier. C'est pas... C'est raisonnable. Pas mauvais comme histoire. C'est un joueur de 18 points qui fait ça dans la ligue, là, dans l'histoire. Mais là, tu dis que tu n'es pas convaincu. D'ailleurs, tu m'as écrit avec des points. Tu m'as dit, c'est ça, le débattons. Là, pour toi, Connor Bedard, tu as certaines personnes qui pensent que c'est un risque, entre guillemets. Là, avec les 5 points, il s'approche du point par match. Toi, tu es convaincu, béton, là, que ce gars-là va avoir une carrière de fou. C'est ce que tu me dis. Ben, moi, je crois que oui. La dernière fois que j'ai un feeling comme ça sur un joueur, ça a tombé, c'était McDavid en 2015. Puis on le sent en 2015, je ne sais pas si tu te rappelles, Yannick, il s'est blessé pendant sa saison recrue. Fracture de la clavicule. Moi, j'ai tellement de monde. Ah oui, moi, j'ai commencé à collectionner en 2020. J'ai des amis qui collectionnaient en 2015 puis qui m'ont tout expliqué que le hype de McDavid avait baissé, ses cartes avaient chuté. Puis il y a énormément de monde qui disait que ça allait être un flop, puis c'était pas un bail. Puis excusez-moi, c'est un peu la même affaire que Bedard. Le monde dit qu'il est fragile, il peut se blesser, il est petit. Il est petit. Il a 1 pouce de moins que Crosby, qu'on s'entend, c'est un des GOAT. Il a 15 livres de moins que Crosby. Le gars, il a 18 ans. Il est quand même jacké, le gars, là. Je sais pas si vous avez vu. Oh, puis 15 livres à 18 ans, on s'entend, là. Mange du steak, fait du bench, puis je te remercie, comme dirait le gars en haut, là. Il est bien entouré. Ouais. Fait que point de vue grosseur, je comprends pas trop. Puis je veux dire, l'été passé, je sais pas si vous en rappelez, tout le monde disait que Caulfield, c'est un bail. Le gars, il est 5 pieds 7. Personne ne remettait en question le fait qu'il soit petit puis qu'il soit un risque. Donc, je suis content que tu dises qu'il est 5 pieds 7 parce que je l'ai croisé 2 fois contre Caulfield, puis dans le vestiaire. Puis les 2 fois, je me disais, mais pourquoi je pense que le site de la LNH dit qu'il est comme 5 pieds 9 ou 5 pieds 10, quelque chose comme ça. Ah ouais, mais regardez, il y a no way que ce gars-là a 3 pouces de plus que moi. Là. No way. À partir de midget, tu jackes un peu d'1 ou 2 pouces les joueurs. J'aime ça ton argument, c'est vrai, tu sais, des fois, on essaie de trouver des raisons, des fois. Tu parles de McDavid, parlons de Crosby aussi, là, c'est Guillaume Derrito-Gagnon à son premier passage sur le podcast qui parlait de ça, qui est un collectionneur depuis, il y en a beaucoup qui ont commencé dans les années 90, de notre âge, là. Pas de toi, tu es plus jeune que nous autres. Mais, mettons, il y a Yanakis qui n'a jamais arrêté, puis il y a Guillaume Derrito-Gagnon, aussi, à peu près ces 2 gars-là. Puis il disait, les gars qui ont acheté du Crosby là, en 2005-2006, la phase des commotions où est-ce que Crosby a presque pas joué pendant 2 ans, là, je veux dire, c'était difficile pour certains investisseurs aussi là-dedans, aussi, même des collectionneurs. Comme il n'y a personne qui veut voir sa collection descendre à 0. Il n'y a personne qui veut voir ça. Toi, demain matin, je ne sais pas, McDavid, il commence et il ne produit plus. Je veux dire, tu as investi tout ton argent de collectionneur dans une seule carte. Tu n'as pas le goût que demain matin, elle parte de 5 chiffres de ce qu'elle vaut à 3 chiffres, mettons. Ça n'arrivera pas, mais on jase. Là. Donc, j'aime ton premier argument sur justement la résistance aux blessures. Puis ça peut arriver pour tous les joueurs. Là, Josh Norris est encore blessant. En passant, on ne le mettra pas dans la même catégorie. Là. Puis, tu en avais un autre argument qui était par rapport au trophée Calder? Ben, en fait, il y a du monde en 2015, de ce que j'ai entendu dire, qui disait que on s'entend, McDavid n'a pas gagné le Calder. Non. Fait qu'aujourd'hui, il y a du monde qui dit que si Bedard ne gagne pas le Calder, sa carte va perdre de la valeur. Fait que juste à partir de là. Ouais. Vas-y, Yannick. Moi, quand les gens parlent du trophée Calder, je lui donne 2 noms. Barrett Jackman et Andrew Raycroft. Ils ont gagné le Calder. Si vous allez au Hall of Fame à Toronto, là, puis vous trouvez leur plaque, là, ben, je vous paye un red champagne, OK?
Là, ça fait 2 fois en 2 semaines que tu plugues Red Champagne. Ouais, Tu une commandite, puis je suis pas au courant. Ou... Non, pas encore, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le Calder n'est pas un career-defining award. Tu sais, n'est pas un trophée qui Non, puis définit dans les grandes carrière. hobbies, là, dans les grandes hobbies, ben, les joueurs les plus populaires actuellement, là, qui l'a gagné? Tu sais, McDavid l'a pas gagné. Non. Jack Hughes l'a-tu gagné? Non, je pense pas. J'aurais Il y a tendance une à dire que non. assez ordinaire. Là, Ça a été long avant que Jack Hughes décolle. Là. Ouais. Puis là, il est réatterri cette année, je te confirme. En ce moment, ça va pas très bien. Et là, on pourrait regarder ceux qui ont gagné le Calder dans les dernières saisons. Là. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont gagné. Donc, et je pense que les gens, c'est malheureux, mais on essaye de se trouver des raisons pour diminuer la valeur de Connor Bedard. Ouais. Et diminuer la carrière qui s'en vient. Attends un petit peu, j'ai Matty Beniers l'an dernier, Sider, Kaprizov, Cale Makar, Peterson, Barzal, Matthews, Panarin, Ekblad, McKinnon, Huberdeau, Landeskog, Skinner. T'sais, ça, c'est depuis 2010, c'est eux qui ont gagné le trophée Calder. Là-dedans, les hobby favorites, t'as du McKinnon, Austin Matthews, Elias Peterson, Cale Makar et Kaprizov, qui, ces cartes étaient à peu près à la lune et là, qui sont à peu près aussi haut que mes 5 pieds 7. Je sais que j'exagère. Écrivez-moi pas pour me dire que j'exagère. Elle le sait. Mais, tu sais ce que tu disais tantôt, Anthony, tu disais, l'été passé, tout le monde disait que Caulfield, c'est un bail. Je vais poser une question. Combien de gens, pas dans la province de Québec et non partisans du Canadien, disaient que Caulfield est un bail? Si Caulfield avait eu le gilet des Coyotes de l'Arizona, je vous confirme une affaire. Personne n'aurait parlé de ça. Puis c'est pas anormal, à un moment donné, que le marché ou l'équipe où tu joues apporte un hype qui n'est pas dans toutes les équipes. Là. C'est 100% normal. Mais des fois, il faut peut-être tempérer un petit peu. Puis je peux tout de suite te dire, c'est sûr que l'été prochain, qu'est-ce que les gens vont dire? Hey, Slavkovski, là. Hey, c'est un bail. Là. Hey, Slavkovski, là, ça va valoir 350$ dans un an. Là. Non, mais je te l'annonce que Slavkovski, c'est un bail. Là. Oui, mais je suis d'accord, Greg. Ce que tu vas dire, je te l'annonce. Et lui, il a le 16, il a tout. Il a tout. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut tempérer. Je pense que la partisanerie prend le dessus, des fois, là, dans les. Je vois absolument pas de quoi tu parles. J'ai jamais fait de partisanerie dans mes achats de cartes. Tu sais, puis avant que je l'oublie, Anthony, tantôt tu disais, je trouve que les breaks ne sont pas remplis beaucoup pour série 2. Ça se peut-tu que tout le monde a eu envie d'ouvrir une boîte? Il y a peut-être ça. Attends une minute, c'est pas ça qu'il a dit. Les breaks se sont bien remplis. Oui, mais ça a été plus lent. Ça a été plus long un peu que prévu. Ça allait plus vite. OK, tu trouvais que ça allait plus vite? Moi, je m'attendais que ça allait plus vite. Ah, OK. Qu'il y en ait plus. Tu sais, que des breakers sortent 10 à 15 caisses et tout ça. Là, ouais. Donc, c'est ce qu'Anthony... Peut-être que ses attentes étaient élevées. Il y a un autre point que tu as amené, Anthony. Là. Oui. Puis, tu as raison, Yanakis. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui ont ouvert une boîte qui ont été déçus. Puis, on en a parlé dans l'épisode la semaine dernière. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais toi, au départ, tu m'avais écrit, puis tu n'étais pas content de la hausse de prix des boîtes pour la série 2. Puis finalement, tu es venu en paix avec ça, puis tu es même venu à me dire qu'il fallait se réjouir de cette hausse-là, puis de la hausse, cette frénésie des cartes-là. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Ça doit faire 2 mois que je t'avais texté, je n'étais pas convaincu. Là. C'est quand même pas long pour changer d'idée, de janvier au mois de mars. Là. C'est sûr, mais je veux dire, honnêtement, c'est un produit de base, série 2. Yanakis dirait que c'est assez pour que je change 3 fois de collection, mais ça, c'est une autre affaire. Merci, Big, tu m'évites. Tu m'évites tout cet ouvrage-là. Mais bref, c'est ça, série 2, c'est un produit assez bas de gamme, on s'entend là-dessus. C'est dans les moins chers d'Upper Deck normalement. Fait que le fait que ça augmente à 300$, il y a moins d'accès pour
une grande partie des collectionneurs. Ça donne un peu moins d'envie à acheter ça. Puis ça va être quoi les autres produits après? The Cup, ça va se vendre combien? 5 000? Hey. Honnêtement, là, Premier. ça va faire peur. Mais je veux SP dire, Authentic, là, c'est là, tout le monde passe au prochain. Là. SP Authentic, c'est pas mal la grosse étape. Là, puis, écoute, j'ai hâte de voir ça va sortir à combien. Mais, tu sais, j'hésite tout le temps. Tu sais, là, je sais que là, tu vas arriver sur ton point que tu t'en réjouis. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, le marché a dicté que c'était une édition exceptionnelle avec Connor Bedard. Puis, ça va revenir à la normale après. Si c'était une tendance de dire, à partir de désormais, comme disait Jean Chrétien, cette série-là va se vendre le prix qu'on la vend présentement, là, je ne serais pas d'accord, puis je serais le premier à sortir une campagne d'anti tout ça, mais je pense pas que c'est le cas. Puis c'est une année exceptionnelle dans laquelle on peut, tu sais, imaginez un instant, là. Imaginez un instant. Tu peux sortir une carte à 1 million de dollars US puis tu laisses les boîtes au même prix des autres séries 2 des années précédentes. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Pensez-vous sérieusement que le collectionneur va avoir autant sa place? Il y a, d'après moi, là, 10 gars là, qui vont se dire « Rien non, à ce prix-là, je vais aller m'en ouvrir jusqu'à concurrence de je ne sais pas quoi. » Non, mais il y en a qui, c'est vrai, là. C'est sûr. Il y en a eu des appels de même au prix que ça s'est vendu, là. Oui. Je veux dire, ça crée une frénésie complète. Et non seulement, on parle de la one-of-one. Je reviens encore sur l'épisode de la semaine passée. Il y a 25 cartes totales qui valent en haut de 20 000 $. Ouais. Les 25 Outbursts... Non, il y a plus que ça, excuse-moi. 36, parce que tu as les 25 Outbursts Red qui sont numérotés sur 25 et en plus qui vont avoir une valeur ad vitam aeternam parce que il y a le petit kick de color match du chandail des Blackhawks. Elle est absolument magnifique, cette carte-là. Tu as les 10 High Gloss et tu as la Outburst Gold. Puis on peut mettre les exclusives là-dedans qui sont tous en haut de 10 000 présentement. C'est sûr, c'est les premières sur le marché. Mais on n'a pas encore vu des exclusives gradées. Cette année, ils ont le label, puis pas à peu près, en passant. Donc, là, de partir à ce que tout le monde dit, c'est un produit flagship, c'est un produit de base qui doit être accessible aux collectionneurs. C'est plate pour cette sortie-là. Les collectionneurs peuvent se rabattre sur d'autres produits, je crois. OPC en était un, notamment. Très, très beau produit cette année aussi. Là, tu t'en réjouis de ça présentement. Je m'en réjouis, puis il y a un aspect qui a fait en sorte que je change ma décision, puis c'est le bounty à 1 million US. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que tu ne peux pas vendre une boîte 150$ quand tu peux être un millionnaire le lendemain matin. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis déjà que plusieurs magasins sont sold out en ce moment, là, ils n'ont pas de boîte. Ça arrêtait quoi? C'était 150. Je veux dire, c'est ridicule. Et il reste une chose, là, quand j'entends les gens dire le jour que la Gold One of One sort, mais le prix des boîtes va cracher. Non. De toute façon, trouvez-en des boîtes. Là. Trouvez-en. Après ça, vous allez voir. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça pour le kick de pogner juste la bédard de base. Tu achètes 2 paquets, c'est pas une bédard de base. Là. Félicitations, là. Et c'est fort possible aussi. C'est très possible, comme c'est possible que tu ouvres. Je ne veux pas revenir sur l'exemple de la semaine passée. J'ai déjà ouvert une demi-caisse pour trouver une Byfield, puis je n'ai pas été capable. Byfield, pas Bédard. Mais ça, c'est ma chance. J'ai de la chance d'avoir des gars comme vous autres autour de moi, notamment Anthony Fournier, qui, je veux juste le dire, le souligner, qui m'a swingé un solide deal sur la Future Watch acétate de Brent Clark. Juste le dire, là. T'sais, lui, il a compris que le hobby, quand quelqu'un collectionne, c'est toujours mieux d'avoir la bonne carte au bon collectionneur au lieu d'essayer de dire « t'as veux, moi t'as vendre, puis cher, puis m'aller chercher de maximiser le profit. » C'est pas de même que ça marche. Ça, c'est quand même le premier paquet d'Espot Antique que j'ai vendu. Espot Antique 2022-23, le premier paquet que j'ai vendu, il y avait ça dedans.
Ça commence assez bien. C'est effectivement. Avais-tu d'autres petits arguments à nous donner sur Connor Bedard de même, mon petit Anton? Moi, je me questionne seulement sur le fait qu'il y a tellement de monde qui ont acheté des caisses pour les garder scellées que du moment qu'ils ont sorti le bounty, là, je serais curieux de savoir le pourcentage de personnes qui ont ouvert des caisses finalement. C'est une excellente bonne question. Ouais. Ça peut changer la donne. Je sais que j'en connais une couple de gars qui, eux autres, ont dit ben, finalement, j'ai décidé de les ouvrir. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés de l'extérieur du hobby. Qui se sont dit, qui ont été alarmés par tout ce qui a été dit dans les médias, qui ont été alertés, qui ont été attirés par tout ça, puis qui vont garder ça fermé chez eux, qui eux autres ils se disent hey, moi, dealer avec 500 cartes de base, puis toutes les inserts, puis tout le reste, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Alors, simplement cette chasse-là, ne connaissent pas nécessairement ça. Donc, ouais. Mais je suis bien curieux, moi aussi. Tu as toujours le doute de dire, c'est pour ça que j'ai pas acheté de caisse, notamment. T'imagines-tu le doute? Oh, d'un coup qu'elle est là. Puis à un moment donné, tu fais comme, je sais pas, c'est vendredi soir, tu te prends une petite mousse. Ouais. Et après ça, un petit shooter de Jameson avec un shooter de jus de pickle qui est rendu mon Hey, t'aimes ça, hein, mon mot t'as dit? Qui, ça, moi? Ah non, t'en as pas bu, toi, c'est non, vrai. Greg, mais est-ce qu'on peut dire, Greg, que c'est officiellement le shooter officiel du podcast? Ouais. On peut officiellement dire que c'est officiellement le shooter officiel. Connais-tu ça, Anthony, ce qu'on appelle un pickleback? Non. Non? Alors, c'est une shot de... Hey, tout le monde disait ça autour de la table lors de notre souper au Expo Carte Sport à Québec. Puis, il y en a qui, je sais que tu t'en souviens parce que tu as une mémoire d'éléphant. Qui a dit qu'il n'avait pas aimé ça finalement? Non, je suis d'accord avec toi. Tout le monde a aimé ça, 100% du monde. J'ai même réussi à convaincre ma femme finalement, puis elle a bien aimé ça, elle avec. Alors, tu prends un shooter de Jameson, puis après, tu prends un shooter de jus de pickle. OK. C'est tout. Essayez ça à la maison. Là, vous savez qu'à date, dans mes recommandations, que ce soit culinaire ou que ce soit en termes de breuvage, mais ma chance ou ma moyenne est à 100%. Souvenez-vous, les fameux Coke spéciaux, l'amaretto sour atypique, les frites de navet, et je vous dis, le pickleback, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est qu'on parle de ça? Je sais pas. Qui mène ce show-là? Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais tu disais, mettons, imagine le vendredi soir, tu prends une petite mousse avec un petit shooter. Là, tu te rappelles que dans ton garde-robe, pas trop loin, tu as une caisse avec peut-être une carte à 1 400 000 Canadiens. J'aime mieux pas aller là. Peux-tu amener un dernier point? Non, mais vas-y. J'ai vu quand même beaucoup de commentaires qui disaient, puis je suis curieux de savoir l'opinion de Yannick, que Upper Deck, ils n'ont pas encore mis la one-of-one, ils n'ont pas mis toute leur gloss puis les Outburst Red d'un boîte imprimée pour justement vendre plus de boîtes puis créer une rareté ou whatever. Je sais ce que Yannakis va dire, je vais juste dire mon opinion, voir s'il est d'accord. Je suis certain que ce sont des rumeurs absolument infondées. Voilà. Ouais. Écoute, il y a un gars au magasin, Dieu merci, c'est pas moi qui l'ai servi, qui s'est mis à dire à Charles, non, mais tu sais, des fois, ça peut rendre agressif, là. Hein? Et la personne a dit, je vous le jure, il va avoir 1 million de Bedard Young Guns d'imprimés. Et là, Charles, avec son stress légendaire, était comme, c'est impossible parce que en 2021, Topps avait imprimé 1 15 000 exemplaires de chaque carte de base. Donc, il n'y aura pas 1 million de Young Guns de Bedard parce que s'il y a 1 million de chaque Young Guns, il y a combien de base cards? Écoute, des millions, des millions. À un moment donné, la Charles Canuel, quel mêlé, bijou. Oh oui. Non, bijou, cet homme-là. Incroyable. Mais
Non, j'ai un petit peu de misère avec ça. Tu sais, ça me rappelle des bonnes vieilles théories dans le temps, là, des cartes McDonald's dans les années 90. Là. Ouais, la numéro 22, elle est pas mal plus rare à Québec qu'ailleurs. Pourquoi quand on ouvre une caisse, on fait le même nombre de 7? C'est tout le temps ça, là. Mais regarde, il y aura toujours des théories comme ça. Eh oui. Sur n'importe quoi. Et voilà. Sur n'importe quoi. Et voilà. Et il y a encore des gens qui pensent que la Terre n'est pas ronde. Mm-hmm. Je me demande comment on va réussir à me rendre en Australie la semaine prochaine si tel est le cas, mais on s'en reparlera. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup des affaires qui circulent comme ça qu'on voit. On va avoir 1 million de bédards. Upper Deck les a pas encore mis dans les caisses. Je veux dire, pensez-vous que le président d'Upper Deck, par exemple, a comme vraiment ça à checker présentement? Là, à quel moment tu... Non, mais là... Hold! Hold! Comme dans Braveheart, là, puis... Non, je veux dire... C'est certain, par exemple, qu'on va retrouver certains des Outburst Red sur e-Pack et des Eyeglass également. Ça, c'est exclusif, c'est sûr et certain. Ils ne sont pas tous dans les boîtes hobby. J'en suis convaincu. Puis ils ne seront pas non plus ni dans les tins, ni dans les blasters. Je pense que c'est bon de le répéter là, pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode la semaine dernière. Et la One of One va se retrouver dans les boîtes hobby. T'sais. Donc, puis regarde, peut-être qu'on ne saura même pas quand elle va sortir. Ouais. Ben, ça se peut, la personne qui trouve cette carte-là dise « Hey, sais-tu quoi? Je la garde. » C'était la fameuse The Ring, hein, de One of One Magic the Gathering, que le gars l'a sorti, il n'a rien dit, il l'a envoyé chez PSA. C'est ça? Et quand il l'a reçu, là, ça s'est su parce qu'elle est sortie dans le Pop Report de PSA. What? Quelqu'un l'a sorti? Lui, il a décidé de ne pas la vendre. Mais finalement, il l'a vendu. C'est quel rapper qui l'a acheté? C'est Post Malone qui l'a acheté? C'est Post Malone qui l'a acheté, effectivement, avant que Jake Paul achète une autre carte de Pikachu. Non, c'est Logan Paul. Qui se bat contre Mike Tyson? Jake Paul? Jake Paul. Bon, alors c'est Logan Paul, c'est ça. C'est Logan, le collectionneur. Anthony, des très bons points. Puis merci d'amener ça à la discussion. Quand il y a des gens qui m'écrivent avec des propos intelligents comme ça, puis qui veulent amener à la discussion, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais... Non, vas-y. Tu ne vois pas que le propos est intelligent? Ou, oui, le propos est intelligent. Je me suis juste dit, j'allais dire, c'est pas Greg qui va l'écrire. Là. Fait qu'il demande à quelqu'un d'autre d'écrire de quoi d'intelligent à sa place. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il m'a écrit tous ces points intelligents-là, puis il dit, Greg, ce serait peut-être un bon sujet de discussion pour le podcast, alors je te laisse le sujet. J'ai dit, étant donné que justement, je ne suis pas capable de mener une discussion intelligente, j'ai dit, ben, viens en parler toi-même. Bon, ceci, là, ça fera. Là. On a un invité de la semaine qui est un invité de Yannick qui s'appelle Carl Champagne. Je l'ai dit tantôt en début d'épisode, qui a le Vintage Tandy Magazine. Lui, c'est un collectionneur qui collectionne juste des gardiens. Rien d'autre. Alors, c'est un plaisir de l'avoir et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment et tout ça. Salut, Carl Champagne, comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Là, tantôt, je dois vous dire, et je vais faire un teaser pour la semaine prochaine, j'ai fait une entrevue avec le magicien Alain Choquette, qui est un grand collectionneur de toutes sortes d'affaires. Puis j'ai hâte que vous... c'est drôle parce qu'il arrive sur le podcast, puis pendant les 20 premières minutes, il me pose des questions à moi. C'est assez inhabituel comme situation. Puis il montre certains items de sa collection, dont des photos c'est une photographe dans les années 60 et 70. Yannick t'aurait capoté être là dans cet épisode-là. Cette photographe-là s'en allait prendre des clichés des athlètes et de certains artistes, allait les faire développer et après ça, retourner à la chasse à ces athlètes-là puis allait les faire signer les photos. Donc, souvent de ces photos-là, il y a probablement un exemplaire, un seul, de chacune des photos. Il y en a une, c'est une magnifique photo sur la glace, en plein milieu. C'est Rogatien Vachon avec le fameux masque strappé des Kings. Là. Strappé des gardiens à ce moment-là, c'est-à-dire avec le chandail original des Kings avec la couronne. Et c'est signé Rogie Vachon sur... écoute, c'est une pièce magnifique.
Celle-là, elle m'a ému un peu. Puis il y en a aussi bien sûr, Ken Dryden. Il collectionne Ken Dryden aussi. Je pense qu'il en a déjà parlé ailleurs. Je pense que les gars, vous auriez aimé ça, mais Yannick, les pièces là-dedans, écoute, du Jackie Robinson avec les Royaux de Montréal, des pièces qui montent comme ça, c'est complètement capoté. Enfin, bref. Fait que, Carl, j'ai pensé à toi avant même de te connaître. J'ai dit, c'est sûr que ce gars-là aurait capoté. Pourquoi tu collectionnes juste les gardiens de but? Ben, en fait, ça remonte à l'enfance. Dès mon jeune âge, je te dirais que tout ça, ça part de mon grand-père, qui est un amateur de hockey. C'est lui qui m'a fait découvrir ce sport-là. Donc, quand j'ai commencé à apprendre à patiner, les jambières, l'artillerie de gardien, ça piquait ma curiosité. Et en même temps, ben, mon grand-père, lui, il prenait le journal à tous les jours. Donc, moi, je regardais ça. Et la première chose que je consultais, c'était les box scores. Et qui était d'office devant le filet, combien de tirs il a reçu. Donc, moi, je découpais les photos, je prenais en note les statistiques. Et au même moment, ben, les cartes de hockey, ben, c'est accessible dans les dépanneurs. Donc, ici au Canada, au Québec particulièrement, ben, c'était au Pichy. Et moi, ben, écoute, j'ai acheté les cartes. Hein, c'était 25 cents un paquet, t'avais 10 cartes avec la fameuse gomme rose. Puis nous, à l'époque, ben, quand on voyait un gardien de but dans notre tête à nous, hein, on était des enfants de 6, 7, 8 ans, on se disait « Hey, les gardiens de but, ça c'est rare. Écoute, je vais te donner une pile de cartes pour avoir tel gardien. » Puis ça pouvait être un gardien sans importance, là. Mais dans notre tête à nous, c'était rare. Alors, moi, ma passion pour les gardiens, ça a commencé à partir de là, sauf qu'à l'époque, je collectionnais un petit peu de tout. Je collectionnais autant les cartes sportives que les cartes non-sport. Donc, football, basketball, hockey, bien sûr, baseball, la musique, la lutte. Je collectionnais un petit peu de tout. Sauf que quand les cartes s'est transformé, que tu as eu l'apparition d'Upper Deck et Pro Set et compagnie, ça a changé un petit peu la donne parce que là, ça en faisait beaucoup. Là. Donc, à un moment donné, j'ai un petit peu changé mes façons de faire. Donc, je me suis concentré un petit peu plus sur mon gardien préféré, que Yannick se souvient sûrement, Grant Fuhr. Donc, je me suis mis à plus focaliser sur Grant Fuhr. Puis, à un moment donné, ben, je me suis dit, bon, je vais me débarrasser de mes joueurs. Puis, finalement, j'ai décidé que j'allais collectionner tout ce qui est gardien de but. Tout. Donc, a priori, mon objectif, c'était d'avoir au moins une carte de tous les gardiens de but ayant joué dans la Ligue nationale. Mais je suis allé un petit peu plus loin que ça. Là. Je suis allé aussi avec des gardiens qui ont été repêchés, mais qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. Donc, j'ai des cartes de différentes ligues. J'ai même quelques cartes européennes. J'ai des cartes postales. Donc, au fil des ans, ben, ma passion des gardiens a augmenté. Puis, je ne me suis pas concentré seulement sur les cartes, mais les autocollants, les cartes postales, les figurines. Macarons, calendrier. Et depuis que j'écris pour des magazines, ben là, j'ai embarqué dans les négatifs. Donc, j'ai une belle collection de négatifs originaux par des photographes de la Ligue nationale, principalement en couleur. Donc, j'ai des gardiens de toutes les époques. Terry Sawchuk, Jacques Plante, jusqu'à Grant Fuhr, Roberto Luongo, tout ça. Donc, tu n'es pas dans l'ultra moderne du tout. C'est vraiment dans du vintage. Luongo n'est plus du vintage, là, mais tu es vraiment dans peut-être jusqu'au début des années 2000, c'est ça? Je collectionne encore jusqu'en date d'aujourd'hui, ce qui est gardien de but, sauf que je me limite là, parce que ça en fait beaucoup. Il y a tellement de séries que c'est impossible de tout ramasser. Donc, je priorise. Là. Donc, actuellement, là où j'en suis dans ma collection, c'est que je complète ce qui me manque côté vintage et je complète aussi ce qui me manque jusqu'en date d'aujourd'hui. Par la suite, ben là, je verrai. J'en suis à faire mon inventaire. Le problème, c'est quand on est enfant. C'était ma prochaine question. Tu as combien de cartes là, ou combien de centaines de milliers de cartes que tu as? C'est à peu près ça? Exact. J'en ai aucune idée. Mais à l'époque, si on se remet dans la réalité d'un petit enfant au début des années 80, écoute, on collectionnait par simple plaisir. On n'avait aucunement le souci que ça pouvait avoir une valeur monétaire. Donc, à l'époque, tu n'avais pas de référentiel comme Beckett et autres.
n'avais pas de protecteur non plus pour les protéger. Donc, nous, à l'époque, on mettait des élastiques autour des cartes. On pouvait les coller dans des albums. On pouvait mettre ça sur un babillard avec des punaises. Tu sais, ça ressemblait un petit peu à ça, notre réalité. Et donc, en n'ayant pas le souci de protéger nos collections, le souci qu'il y avait une quelconque valeur éventuellement, on n'a jamais fait d'inventaire ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce que je constate, j'ai un travail de bourreau à faire tout mon inventaire, tout répertorier ce que j'ai. C'est un travail absolument incroyable. Moi, je fais ça parfois avec des cartes de Ryan Reeves. Là. De quoi, elle est pinée sur le mur? Ouais. Mais quand Carl a dit ça, j'ai pensé à toi, Greg. Je me suis dit, sûr que Greg imagine une Jack Hughes avec une belle punaise dessus. Qu'est-ce Mais c'est une belle Jack Hughes Future Watch. Ouais, Future. Mais dis-moi donc, quand tu dis. Parce que là, ton projet est comme d'une envergure incroyable. Là, maintenant, tu priorises, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Admettons, le Yaroslav Askarov là, cette année, tu as Dustin Wolf aussi qui est sorti, qui ont été peut-être les deux recrues comme gardiens les plus importantes là, de la série 1. Comment l'oublier? Devin Levi. Bon, prenons-lui comme exemple. Tu te dis, je vais aller me chercher Cy Young Guns ou tu vas aller chercher, mettons, Cy Young Guns, Sam Markey Rookie et plusieurs autres variations de ce type-là. Comment tu procèdes maintenant? Parce que, tu sais, des cartes de Jacques Plante, il y en avait pas mal moins de variations qu'il y en a présentement, là, par exemple. Tu sais, j'ai dit Jacques Plante, j'aurais pu dire n'importe quel autre gardien de ces années-là, même à la limite Carey Price et Roberto Luongo, Bobby Lou, tu sais, ces gars-là. Fleury, même. C'est sûr que les Young Guns, je vais toujours les chercher. Je vais aller chercher les Young Guns Canvas. Je vais aller chercher quelques variantes, mais sans plus. Parce que là, je vais peut-être prendre une nouvelle direction au niveau de ma collection. Parce qu'à un moment donné, je manque d'espace et il y a d'autres choses que je collectionne en plus aussi. C'est quoi? Musique. Beaucoup de CD de musique. Je collectionne également, je suis un cinéphile, donc beaucoup de films. Parlant de films, dans ma collection, j'ai une bonne collection de matchs de hockey de toutes les époques. Oui. Oui. À un certain moment donné, je suis abonné à NHL Network. Donc, ce que je faisais, vous allez rire, les gars, mais tous les matins, je me levais à 5 heures du matin. Et là, je coupais toutes les publicités, puis je faisais un montage, puis là, je mettais ça sur DVD. Donc, j'enregistrais tous les matchs qui jouaient, je les enregistrais. Là, je classifiais ça. J'ai des vieux matchs de VHS que j'ai transférés en DVD, donc j'en ai plein. Comme j'ai déjà dit à Yannick, moi, ce que je fais avec ces matchs-là, je m'en sers comme archive. Des fois, j'ai des gens qui me contactent. Hey, je possède un bâton de Ken Dryden. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien un bâton authentique? Généralement, de mémoire, je suis quand même capable de déceler, mais j'aime donner une réponse sûre à 100%. Donc, je vais aller voir dans les footages et tout ça pour donner une réponse là, à la personne qui fait la recherche. Là. On parle de DVD, puis d'enregistrer des VHS, puis tout le reste. Anthony ne sait même pas c'est quoi, lui. Là. C'est ça. On est les deux extrêmes. Ton plus vieux match, Carl, que t'as, date de quelle année, à peu près? Ben écoute, là, c'est via NHL Networks avec les matchs des années 60, là, 50-60. Okay. Mais c'est ça. J'en ai toutes les époques, les années 80, mais écoute, je suis né dans ces années-là. Hein, donc, j'en ai beaucoup. Le fameux match du vendredi 5 Canadien Nordique. Le premier match de Lindros contre les Nordiques de Québec également. C'est le match que je possède. Le fameux Sergei Minikov, le premier gardien russe à avoir joué dans la Ligue nationale. Donc, j'ai quelques matchs de M. Minikov. Ils sont quand même rares. Tu as ça comme collection, mais... Je rirai jamais. Là, tu dis, vous allez rire, les gars, mais non, je rirai jamais. Tant que tu m'arrives pas et tu me dis pas que tu fais une collection de bouteilles, là, ça, c'est sûr! Mais est-ce que ça, tu gardes ça puis tu dis, je l'utilise comme archive, mais je sais pas, mettons, un samedi soir, t'arrives-tu puis tu dis, ouais, il me semble que là, après le premier match d'Éric Lindros, tu comprends? Ben, ça peut arriver, puis même avec mes coéquipiers, ça a déjà arrivé que j'amène ça. On avait été dans un restaurant-bar, et puis j'avais mis un bon vieux match de hockey, donc
avait fait le plaisir de tout le monde. Donc, oui, ça m'arrive de m'asseoir puis de regarder un bon vieux match quand je me sens nostalgique. Moi, écoute, les Oilers Edmonton des années 80, moi, c'est une époque que j'ai beaucoup appréciée. Donc, c'est pas rare que je me mets un bon petit match Islanders, Oilers, Billy Smith versus Grant Fuhr. Avec Yannick Lessé, l'entrevue, je pense, la plus émotive que j'ai faite avec un athlète, Monsieur Kevin Lowe. Et quand j'ai dit Monsieur Lowe, et il a terminé l'entrevue en me disant Ah, tu peux m'appeler Kevin. Non, mon nom, c'est Kevin. Et ça m'a marqué à vie, juste ces 4 mots-là. Mon nom, c'est Kevin. Bref. Fait que peut-être que moi aussi, ça me tenterait de regarder des matchs des années 80 des Oilers. Tu fais quoi samedi soir? Bienvenue. Je serais en vacances, mais tu sais, c'est d'une autre époque aussi en même temps de collectionner tout ça. Tu sais, de dire, écoute, je me faisais des DVD, puis là, je les regarde encore. C'est certain que moi, je trouve ça fascinant. Et je veux dire, maintenant, on est dans une ère où est-ce qu'on se dit, tu sais, comment je te dirais ça? On regarde le match, puis on le regarde, puis aussitôt qu'il est passé, on pense au prochain, tu sais. Mais Greg, puis je suis certain que Carl connaît des gars comme ça. Il y a un monsieur de Québec, monsieur Asselin, qui a chez lui des milliers et des milliers et des milliers de combats sur VHS et sur DVD. Et lui, il enregistrait tous les matchs et il coupait juste les combats et il se faisait des cassettes de ça. C'est sûr que Carl connaît des gars qui sont comme ça, là. Tu sais, puis tu parles à ces gens-là, t'es comme Ah ouais? Non, j'ai 17 000 combats d'enregistrés chez nous. Shit, OK, c'est du dévouement, ça, monsieur. Là. C'est de la peau, là, mais c'est une autre époque, là, effectivement. Là. Hey, Linda, mets-moi donc le match des Expos contre les Padres. C'est exactement ça. Le Grand Prix de je sais pas trop où, là, je me souviens plus, mais quel... T'entends juste la cassette audio dans la chaloupe. Wow. Fallait que je fasse le lien à un certain moment donné. Donc, tu vas chercher les Young Guns, les Canvas. Et as-tu la série Pro 7 1992 avec tous les masques? Oui. Quel set incroyable. C'est un must. Un set que j'affectionne aussi beaucoup, c'est In the Game Franchise. Attends un petit peu, là, je vais devoir aller faire des recherches sur eBay. Là. Ce gars-là, il connaît ça. Lequel, ça, ce gars-là? Non, ben Carl. Là, tu pointais vers Anthony, je t'allais, il connaît In the Game Franchise. Les deux, ils connaissent ça. Là. Bon, Anthony n'était pas né, ça, c'est un autre débat. Là, mais ITG Franchise, c'est assurément le travail de... Comment je te dirais bien? Eh boy, j'ai jamais vu Yannick aussi émotif que ça. Non, mais écoute, c'était monumental comme tâche là, de bâtir ce set-là. 500 cartes, 500 joueurs différents dans toutes des équipes. Là, c'est Éric Dazé qui commence. Là. Ouais, non, c'est pas celle-là. Avec c'est ça en dessous, Greg. 73 cents. OK, il faut descendre un petit peu. Là. Ça, c'est les signatures. Là, c'est mal listé. C'est 2004-2005 franchise. Il y avait 334 joueurs qui avaient signé. 334 cartes dans cette collection-là. Il y a une encyclopédie qui parle. Non, celle-là est mal listée. C'est la première qu'on voit. C'est Pat Verbeek. 2005. 2004-2005. Craig Harsberg, wow. Craig, j'adore. Hey, écoute, tu viens d'arriver avec nous autres, le Carl, pour jaser, mais ce qu'il faut que tu saches, moi et Yannickis, on est aux opposés l'un de l'autre. Alors, moi, quand il me dit hey, Craig Harsberg, wow, c'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre. Là. OK, bref. Alors, ça, c'est le set que tu as le plus trippé à compléter juste pour les gardiens de but ou pour tout le monde? Il n'y en a vraiment pas beaucoup sur eBay. Seulement les gardiens de but. OK. Voilà. J'ai un bac, c'est plein. J'ai pratiquement toutes les cartes autographiées des gardiens. Il ne m'en manque que 3. Dan Bouchard avec les Nordiques. Tough. Jerry Cheevers avec les Bruins. Et Johnny Bauer avec les Maple Leafs. C'est les 3 seules cartes de gardiens autographiés qui me manquent dans la collection. As-tu acheté la Future Watch de Jerry Cheevers? Non. Elle est sortie l'année passée, non? SP Signature Légende. Oui, dans SP Signature Légende, Anthony est d'accord avec ça. On va aller voir. Écoute, peut-être qu'on va t'aider à compléter ton set maintenant. Jerry Cheevers
Hey, t'imagines-tu si. Mais là, tu dis, il te manque juste ces deux-là. Là. Ça Ouais, veut dire que tous les autres gardiens qui sont arrivés dans la Ligue nationale, tu as des signatures, si elle est disponible, tu vois? Ben, ce que je te dis, c'est dans le In the Game franchise. OK, dans ce set-là particulier. Je m'excuse, je me suis trompé. Dan Bouchard, Jerry Cheever, Johnny Bauer. Parce qu'il doit avoir quoi, après, au moins une soixantaine de goalers, sinon plus, dans Oh, oui, puis il y a des short prints, comme Patrick Roy, c'est short print. Mais tu l'as, celle-là. Oui. Et j'ai aussi les cartes mémorabilia. J'ai les He Shoot, He Score. Je les ai pas tous. J'ai 2 Patrick Roy avec Montréal. J'en ai une de Patrick Roy avec Colorado. Je pense que j'ai Ed Jacobin. J'en ai quelques-unes. Tu as des cartes mémorabilia avec Complete. Donc, 4 patchs. Donc, j'ai Jacques Plante, j'ai Patrick Roy. En tout cas, il y a tellement de variantes dans cette série-là, c'est incroyable, mais j'en ai beaucoup. J'ai aussi les Chicago National, les promos, qui sont numérotés sur 10. J'en ai beaucoup, donc je poursuis encore ma quête pour compléter le plus possible. Ça, c'est une série, là, dans les plus récentes que je possède, c'est la série que j'affectionne le plus, je te dirais. Ah, t'es pas tout seul, Carl. Ouais, TG franchise, là. Tu me parles de ça et le pas de poêle que j'ai ses bras s'adresse. Dernière question que j'ai pour toi. Tu as dit que tu t'en venais maintenant avec une nouvelle stratégie dans ta collection. Oh my God. On voit mal à l'écran. La Gold de Patrick Roy. Sur 5. Oui, sur 5. L'autre côté, Patrick Roy, Goldie Gear, autographié. Sur 5. Des beaux trésors. Oh, Tony O. Surtout, tu sais, des sets qui sont disparus comme ça, pour moi, ça ajoute un certain charme, une certaine valeur incroyable. The King. Ça? Ouais. Ça, c'est Spring Expo Superbox. Tu disais que tu allais adopter une nouvelle stratégie pour ta collection à partir de maintenant. Peux-tu nous dire, c'est quoi cette nouvelle stratégie-là, ce rebranding, si on veut? Ben écoute, là, je te dirais que ma priorité, c'est vraiment de compléter mes cartes vintage, puis compléter mes cartes récentes jusqu'à aujourd'hui pour que j'ai tout. Je veux que ça soit complet. Donc, c'est ma priorité. Je te dirais qu'au niveau des cartes recrues, je possède à peu près tout, sauf Georges Vézina, qui est probablement la carte la plus importante côté gardien de but, je te dirais, à mes yeux. Parce que c'est le pilier. Le trophée du meilleur gardien est donné, d'ailleurs, à son nom. Absolument. Mais tu vois, j'ai George Ainsworth recru, j'ai Ken Dryden recru, Bernard Parent recru, avec quand même un beau centrage parce que cette carte-là est difficile à trouver, était souvent mal alignée. Glenor recru, Tony Esposito recru, écoute, nommez-les, je les ai pratiquement tous. Là. Donc, à l'exception de Georges Vézina, puis peut-être 2-3 qui me restent à acquérir. On peut lire tes articles où, Carl, si on veut, si on veut poursuivre voir ta passion de la collection, ton œuvre aussi, tout le reste? Ouais. Ça, c'est le magazine pour lequel je collabore. Vintage Tandy Magazine. Ça, c'est notre dernier numéro qui vient de sortir il y a seulement quelques semaines. C'est déjà out of print. Ceux qui aiment le numérique peuvent se le procurer en ligne aussi, mais je vous conseille la version papier. On a vraiment, là, c'est de toute beauté. Notre ami Mike Coalou qui collectionne du vintage puis qui est aussi un fan de gardien de but, donc va être très heureux de ce dénouement. Restez avec nous pour la petite période de questions qu'on a. Ben oui, bien sûr. Excellent. Ah oui, hey, les masques, excuse-moi, je suis en train de regarder une autre page. Les masques qui sont là. Moi, le set de Pro 7 92, je pense que je vais me le refaire, me l'acheter au complet. Ça, c'est mon dernier article sur Fern Rivard, qui a joué pour les North Stars du Minnesota. Donc, j'ai fait une entrevue avec son fils. Ici, ben, c'est son masque qui a été vendu à Classic Auction. Ouais. Ici, c'est son chandail que possède son fils François chez lui. Ici, c'est un Media Press photo de Fern Rivard. Donc, en passant, c'est le genre de photo que je collectionne.
Si je vous montre le premier numéro de Vintage Standy Magazine, sorti en 2021. En passant, on a le coloré Don Cherry qui collabore avec nous. Wow! Et pour notre première édition, j'avais parlé, ma chronique s'intitule Collectibles, History and Nostalgia. J'avais souligné les cartes qui comportent des erreurs. Comme par exemple celle-ci. Hein, on voit que c'est écrit Chris Osgood, alors que c'est Tim Chevalier. Chris Osgood, lui, portait le casque, alors que Tim Chevalier, c'était le masque. Ici, Yannick. Patrick Roy à Barman, alors que c'était Jean-Claude Bergeron. Ouais, mais ils ont eu la même carrière, fait que c'est correct. Et ce que je disais, l'erreur aurait peut-être été un peu plus acceptable si ça avait été Martin Brochu, que l'on voit ici, qui a un masque pratiquement identique à Patrick Roy. Mais regardez, le masque de Jean-Claude Bergeron est aucunement identique à Patrick Roy. Là. Hey, Carl, as-tu des numéros en extra de ça, toi, chez vous? Sûrement. Donc, tu vas me vendre, là, la prochaine fois que tu passes au magasin, là? Oui. Ouais. Avec plaisir. Parfait. Ici, Clint Marachuk, mais en fait, c'est Tom Barrasso. On a un gaucher puis on a un droitier, tout de suite en partant. Donc, c'est ça, c'est un petit numéro sur lequel je soulignais des erreurs, puis je faisais une petite histoire. Je suis certain qu'il y a quelques-uns de nos collectionneurs qui vont te contacter à ce moment-là, qui vont aller lire le magazine. Ça a l'air d'être fait dans une qualité irréprochable. Alors, félicitations pour cette belle collaboration-là. Merci, Carl. C'est tellement impressionnant de voir des collectionneurs qui sont dévoués comme ça à leur collection, dédiée aussi, et qui continuent de la faire avancer, puis que ça traverse le temps aussi, dans le vintage, dans le moderne et maintenant dans l'ultra-moderne, que ça continue également. Oui, après ça, il faut aller aux questions, mais ça a l'air d'être un beau petit trésor. Ouais, de l'autre bord. Oh. Terry Sawchuk, carte recrue. Oh. Et en passant, quand je collectionne, on a des collectionneurs qui, leur plaisir, c'est d'avoir des cartes de leurs joueurs préférés, peu importe la condition, mais moi, je suis plutôt sélectif sur la condition des cartes. Oui. En fait, oui. Moi aussi, ça m'arrive également. OK, les gars, on a une question qui nous arrive de JF Godin. Je la trouve intéressante et je pense pas qu'une ressource comme ça existe, mais quand même. J'aimerais savoir à quel endroit sur Internet je peux savoir combien et surtout quelle carte spéciale reste à obtenir, donc qui a été sortie. Par exemple, est-ce que la One of One était sortie? Combien de High Gloss sont en circulation? C'est pas possible d'avoir un répertoire de tout ça, hein? Des fois, sur des vieilles pages, je ne sais pas si c'est encore accessible, l'ancien forum de discussion de Beckett. Avant les pages Facebook et tout, c'était les boards. Là. Écoute, c'était des mines d'or d'informations. Est-ce que ces pages-là existent encore aujourd'hui? Très bonne question. Rien qui empêche des fois de poser des questions, soit sur ces pages-là ou sur les pages Facebook. Là. Il y a encore des old-timers comme moi et Carl là, qui sont là, qui peuvent peut-être essayer de vous aider. Oui, sinon, un site sur lequel je vais régulièrement, c'est Trading Card Database, qui est quand même ça peut donner un bon coup de pouce là, pour... Ouais. Puis il y a un bon forum aussi là, sur tctv.com. Oui, c'est ça. C'est peut-être plus le forum de Trading Card Database Trading Card Database va te donner à peu près tout ce qu'il y a de possible comme carte pour un joueur, mais à savoir celles qui sont encore dans des boîtes et celles qui sont sorties. À ce moment-là, c'est peut-être plus les forums qui peuvent aider ou simplement une connaissance du marché. Là, je pense qu'on sait combien il y a de Caulfield High Gloss en circulation, par exemple. Et pour d'autres joueurs aussi. Là. Il y a... avais-tu quelque chose, Yannickis? Non. OK. Il y a Richard MA qui nous dit sur le long terme, comment évaluez-vous les Outbursts, les nouvelles Outburst Silver versus les Young Guns régulières, étant donné que, bon, ce sont les deux qui ont le plus grand nombre d'impressions qui est fait, mais c'est aussi une nouvelle année pour les Outbursts. Alors, je trouvais ça intéressant comme question pour finir l'épisode. Anthony, tiens, ça fait un petit bout que tu ne t'es pas prononcé. On va y aller avec toi.
d'abord, est-ce que c'est un parallèle, un type de carte qui t'intéresse? Puis 2, tu penses quoi la valeur long terme de ceux-là, étant donné que c'est assez nouveau? Là? Moi, j'ai l'impression que... en fait, j'aime mieux les Outburst Silver que les Jeux de loup, personnellement. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si vous avez vu les conditions des Outburst Silver. Personnellement, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez maganés, les Edge. Dans la série 1 ou la série 2? Série 2, excuse. Ouais, c'est vrai. Même série 1, je te dirais que... Ouais, la série 1, c'était le cas, mais la série 2, il me semble que je la trouvais beaucoup moins pire. Ouais. Mais, moi, je n'ai sorti une couple, honnêtement, puis c'était pas très beau, là, les Edge. Moi, t'es Magan en les sortant du paquet. À long terme, j'ai l'impression que ça va faire le même effet que les genoux, honnêtement. À part le fait de faire, comme tu as fait avec Brent Clark, puis collectionner toutes les numérotations ou acétate ou silver ou whatever, je pense pas que ça va prendre nécessairement énormément. Yanakis et Carl, vous autres, vous en avez vu pas mal des différents parallèles apparaître, disparaître et tout le reste. Vous en pensez quoi de ça, Yanakis? Je pense qu'après la Young Guns, après la Exclusive, la Headless, je pense que la Clear Cut est comme la plus vieille, entre guillemets. Là. Fait que je pense qu'elle a quand même un following. Là. Il y a des gens qui collectionnent que des Clear Cut. Des Clear Cut gradés, c'est un rêve pour bien des gens, là, parce que ces cartes-là sont loin d'être toutes parfaites. Là. Mais je suis un petit peu de l'avis à Anthony là-dessus. Je suis pas... Il y en a qui les adorent, il y en a qui les détestent, les Outbursts. Là. Moi, les Outbursts Silver, je suis pas un fan. Les Outbursts Red, avoir trop de temps et trop d'argent, je serais en train de bâtir le set, mais bon. Je serais obligé de vendre un jour. Ouais, non, je crois pas. Là. Je préfère avoir 2 reins plutôt qu'avoir un rein et une Connor Bedard. Alors, on va passer à un autre projet. À quel point ton rein peut te rapporter, par exemple? As-tu déjà pensé à ça? Ouais, à quel point tu veux ça? C'est plus ça la question. Carl, t'en penses quoi, toi? Je ne suis pas un grand fan des Outbursts, donc j'aborde un petit peu dans le même sens qu'Anthony puis Yannick. Mais tu sais, c'est une question de priorité aussi, c'est une question de goût personnel aussi. Hein. Vous savez comme moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de collectionner. Je pense que c'est de s'en tenir à ce qu'on aime, nous, comme individus, de ce qu'on recherche. Si on collectionne juste par imitation, on y trouve moins son compte, on y trouve moins de plaisir aussi. Donc, non, j'aborde vraiment dans le même sens que les gars là-dessus. Merci, les gars. Moi, je les aime bien, les Outburst Silver, donc je vais mettre fin à l'épisode là-dessus, puisque je suis hautement en désaccord avec... Non, c'est pas vrai. Mais je les aime beaucoup. Ça dépend des uniformes. Si vous regardez notamment celle de Alex Laferrière, la recrue des Kings, c'est beau avec le chandail des Kings, le fameux Color Match Silver, je l'aime beaucoup là-dedans. Mais c'est vrai que dans certains cas, on peut peut-être... Mais j'aime mieux ça. J'aime beaucoup ce qu'Anthony a dit. Moi aussi, j'aime mieux ça qu'avoir une base card variante française. Au moins, je trouve qu'il y a un plus bel effort de production de cette façon-là. Et là, ceux qui sont pour le fait français, ça n'a rien à voir avec notre superbe langue. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une excellente bonne fin de soirée. Ouais, merci. Là, Papa est fatigué. Il est temps que je parte en vacances, mais ce sera un plaisir de vous retrouver. La semaine prochaine, c'est l'entrevue avec Alain Choquette. On va aussi vous présenter l'entrevue avec Tony GC pour les membres Patreon de Heritage Auction, l'histoire de comment on a trouvé cette caisse-là à Regina. Bref, en Saskatchewan, la fameuse caisse de 79 au Peachy. Et plein d'autres histoires sur la collection de Mike Bossy et les autres. Alors, merci beaucoup. Passez une excellente bonne fin de journée et à très, très bientôt. Merci bien. Bon repos avec les kangourous. Merci beaucoup. Merci, boys. Bonsoir.